La folie à suivre ou pas, est-ce qu'elle nous permet d'être heureux? Si on allait voir du côté de son histoire, l'histoire de la folie avant la psychiatrie, Boris Cyrulnik, je rappelle donc que vous êtes à la fois neurologue, psychiatre, mais aussi éthologue, c'est-à-dire spécialiste du comportement des animaux, auteur de très nombreux ouvrages traduits dans une quinzaine de langues. On vous doit notamment des nombreux travaux sur le concept de résilience et vous publiez avec Patrick Lemoine un ouvrage collectif passionnant dans lequel, accompagné par une dizaine d'experts, psychiatres pour la plupart, vous racontez l'histoire de la folie avant l'émergence de ce qu'on appelle la psychiatrie. Alors on découvre ainsi de quelle façon ceux que l'on désigne comme fous ont été traités, des premières trépanations chez les hommes préhistoriques jusqu'aux électrochocs il y a encore 50 ans, en passant par les exorcismes de Binatan, les castrations, les goulags, l'enfermement, les exterminations. Vous nous montrez que les idées les plus folles ont émaillé cette histoire de la folie. La psychiatrie, écrivez-vous dès les premières pages, et un chapitre qui est consacré, est une actualité, une spécialité très récente. De quand peut-on dater sa naissance réelle à la psychiatrie, Boris? Demain. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on balbutie, on cherche, et que si la psychiatrie ne se développe pas, on va donner la parole à ceux qui savent, c'est-à-dire les ignorants. Le plus sûr moyen d'avoir des convictions, c'est de ne pas savoir. Dès l'instant où on commence à réfléchir, on doute, on choisit, on a un degré de liberté. À ce moment-là commence la réflexion philosophique ou scientifique. Alors que si vous posez la question à quelqu'un qui ne connaît rien à la question, vous aurez une explication. Le fou, c'est le possédé. Le fou, c'est le méchant. Le fou, et on explique la folie par les objets du contexte. C'est-à-dire que, à l'époque de Nabuchodonosor, quand Nabuchodonosor se met à quatre pattes pour laper l'eau à côté des bœufs, ce qui pour un empereur est un comportement étrange, on explique aussitôt la folie par la possession par les Hébreux, puisqu'il avait combattu les Hébreux. Ensuite, quand les rouages se développent, à l'époque de Descartes, la folie est représentée par des rouages qui sont grippés, qui fonctionnent mal. Quand l'électricité arrive, on explique la folie par des courts-circuits. Quand la chimie se développe, quand l'ordinateur se développe, on explique aujourd'hui la folie par des troubles du câblage neurodéveloppemental. C'est-à-dire qu'on explique toujours ce qu'on ne sait pas, la folie, on l'explique toujours par les objets du contexte. C'est-à-dire qu'on remplace l'observation par l'idéologie? Voilà, c'est ça. On remplace l'observation qui a été condamnée très longtemps par toutes les religions, hein, parce qu'il faut être transcendant, il faut que ce soit surtout pas manipulable, surtout pas observable. Donc on remplace l'observation par un a priori. Le fou, c'est l'autre, c'est le possédé, c'est celui dont l'électricité cérébrale fonctionne mal, etc. Donc ça veut dire que si on ne développe pas la psychiatrie ou la psychologie, si on ne la développe pas, on va donner la parole à tous ceux qui savent et qui commettent des crimes au nom de la santé. Est-ce que ceux qui ont commis les crimes dont je parlais tout à l'heure et sur lesquels vous revenez, les exorcismes, vous rappelez cet épisode fameux de l'histoire des possédés de Loudun au XVIIe siècle, mais aussi les castrations, les stérilisateurs ensuite, sans parler bien évidemment des goulags et des exterminations, est-ce que tout cela parle au nom de la science ou parfois au nom aussi des préjugés culturels? Mais oui, ils utilisent la science, mais c'est une science imaginaire. C'est-à-dire que la folie qui a triomphé pendant la guerre de 40, c'était une biologie imaginaire qui disait que les hommes supérieurs étaient des blancs aux yeux bleus, c'était la race supérieure. Alors que maintenant, il y a des publications scientifiques qui montrent que la race supérieure, c'est les chauves. C'est-à-dire... Ça vous va très bien, ça. Vous êtes très content, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis convaincu que je vous trouverai des publications... Si vous voulez, je vous ferai des publications scientifiques. Je vous en fais 2 ou 3 ce soir. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus avoir confiance en la science? Au contraire, s'il n'y a pas de démarche scientifique, on aura tout de suite une explication. Et l'explication, ça sera celle des objets du contexte, et on va passer à l'acte au nom de cette représentation, qui est c'est un savoir fondé sur l'ignorance, alors que la science fonde le doute, la question. Toby Nathan, est-ce que vous retrouvez dans ce discours sur la science? Est-ce que je m'y retrouve? Oui. Pas tellement, mais j'aime bien ce que dit Boris. Je trouve que c'est
que c'est juste et ça fait du bien d'entendre ça. Sauf que la science, elle n'est pas encore arrivée en matière de psychiatrie. On est d'accord. Elle n'est pas arrivée. Et il y a eu encore des recherches qui ont été faites tout dernièrement. Hein, ça a été publié. C'est Ethan Waters il s'appelle comme ça. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Crazy Like Us, qui est un chef-d'œuvre où il raconte que les schizophrènes traités par les psychiatres, 40% vont aussi mal au bout de 20 ans, et les schizophrènes traités par des guérisseurs, dans les pays où il y a encore des guérisseurs, 20% vont plus mal encore 20 ans plus tard. Donc ça, ce sont des recherches OMS. Dernièrement. Attendez, Boris, si on suit Toby jusqu'au bout, plus besoin de psychiatres de toute façon, parce qu'on a les sorciers, les guérisseurs. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que il faut faire attention. La science, c'est vrai qu'il faut y aller, mais la psychiatrie n'y est pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je conforte ce que dit Boris, en fait. Hein. Est-ce que c'est grave, Boris Cyrulnik, enfin grave, ces errances et ces erreurs qui ont comme ça précipité l'humanité vers un traitement fou de ceux qu'ils appelaient les fous, est-ce que c'est ce qu'il faut faire comme concession pour arriver à la science? Vous revenez très souvent dans vos livres, et notamment dans celui-ci, sur l'idée que la science progresse par erreur tragique. Il faut les accepter, c'est une justification? Alors, la phrase qui a créé la première démarche expérimentale est une phrase criminelle. C'est-à-dire que pendant la Révolution française, beaucoup de scientifiques ont été décapités. La République n'a pas besoin de savants, disait-on. Voilà. Et ça, c'est la phrase qui paraît-il, a justifié la guillotine pour Lavoisier. Mais ça voulait dire qu'à cette époque-là, on se méfiait de ceux qui se prétendaient scientifiques, c'est-à-dire les médecins Diafoirus, les médecins qui faisaient des clistères aux schizophrènes et qui expliquaient que ça marchait. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'il y avait des schizophrènes? Ah non, il n'y avait pas de schizophrène. Mais il y avait... Ça veut dire que la schizophrénie, par exemple, n'existe pas dans l'Ancien Régime. C'est une maladie moderne. Elle existe depuis le 19e siècle. Elle a été... Pas avant. Non. C'était les possédés, c'était le péché. Très souvent, un fou, quel que soit le nom qu'on lui donne, il était puni par Dieu. Donc c'était normal, il fallait... Les épilepsies ont été brûlées jusqu'au début du 19e siècle. Alors que maintenant, on sait que l'épileptique, on sait la soigner, on n'en voit plus. Maintenant, on la soigne en ville. Or, le dernier bûcher pour épileptique a eu lieu en Espagne au 1824 à peu près. C'est-à-dire que dès l'instant où on ne sait pas de quoi on parle, on explique tout de suite et on passe à l'acte. Alors, il y a eu des crimes commis au nom de ce raisonnement, des vrais crimes au nom de la santé, au nom de la lutte contre la folie. L'enfermement est le premier grand crime, les lobotomies. Vous parliez tout à l'heure des trous dans le crâne, c'était des trous qui étaient faits pour laisser s'échapper les mauvais esprits. Les esprits, oui. Vous écrivez que ça remonte au néolithique. C'est-à-dire que entre moins 6000, moins 10 000, l'homme préhistorique sait déjà pratiquer ce genre de trépanation. Oui,